8h17 sur Europe 1. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Alors c'est fait, les mesures sur le pouvoir d'achat ont été définitivement adoptées par le Parlement. Ça n'a pas été sans mal quand même. Oui, mais ce qui compte, c'est que ce soit adopté. Ouais. Ce qui compte, c'est ce qui va changer dans le quotidien des Français, la revalorisation des retraites, la revalorisation des minima sociaux, des APL, notamment pour nos étudiants et nos étudiants boursiers, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, le blocage des prix de l'énergie. C'est toutes ces mesures-là qui ont été adoptées. Et puis, un focus très important sur la revalorisation du travail, une meilleure et une plus juste rémunération par le travail. Après, c'est vrai qu'on est dans un climat nouveau au sein de l'Assemblée nationale. Ça a du bon sur la nécessité de s'élargir, de réaliser des compromis, et du moins bon quand on est dans l'obstruction systématique. Alors justement, on va en reparler dans un instant dans le détail, mais Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont salué hier la culture du compromis qui ont permis l'adoption de ce texte. La recherche de compromis pour une majorité qui n'est pas majoritaire, ça vous change du quinquennat précédent? C'est sûr qu'on est dans un moment politique qui est inédit. Et forcément, on part du principe qu'il est toujours plus confortable d'être en majorité absolue. Ça ne voulait pas dire d'ailleurs qu'on n'acceptait pas des propositions qui venaient des oppositions. On l'a fait de manière régulière. Mais là, ça veut dire que ça nous oblige évidemment à aller chercher du compromis pour aller chercher des majorités projet par projet, projet de loi par projet de loi. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait sur la question des collectivités locales et avec le Parti socialiste et avec le Sénat, parce qu'il y a aussi ça, et l'Assemblée et le Sénat. Et puis c'est ce qu'on a fait avec les LR sur la question notamment du prix des carburants. Et donc ça démontre aussi qu'on est en capacité d'y arriver. Et je crois que c'est ça aussi qui nous a été demandé par les Français. Ils ont certes voté individuellement pour un seul député, mais à la fin, ils ont une représentation de l'Assemblée nationale qui est sans doute plus fidèle à la diversité politique et celle de notre pays. Je reviens sur les mesures concrètes que vous avez détaillées il y a un instant. Il n'y a rien sur les super profits des multinationales, alors que, paraît-il, certains au sein de votre majorité semblaient plutôt enclins à faire contribuer à l'effort les grandes entreprises qui ont réalisé des bénéfices. Le Figaro parle ce matin de 77 milliards de bénéfices pour les multinationales du CAC 40. C'est un vrai débat qu'on a eu et c'est un débat qu'on aura à nouveau sans doute. Pourquoi ? Oui, parce que il y a deux choses. Un, les entreprises doivent évidemment payer des impôts en France, et nous sommes la majorité qui a permis notamment, vous savez que les fameux GAFA payent enfin de la fiscalité en Europe et en France. Donc nous on est très à l'aise là-dessus sur évidemment la nécessité de ces grandes entreprises à contribuer fiscalement en France. Et puis il y a par rapport à ce que certains appellent des surprofits, mais c'est difficile à caractériser. Certains, les insoumis, veulent taxer systématiquement. Donc on a échappé à de nombreuses nouvelles taxes. Notre enjeu c'est quoi ? C'est surtout de faire en sorte que là où vous avez des profits supérieurs, nettement supérieurs à ce qu'ils ont pu être dans les années passées, eh bien il y a de la redistribution. Et qu'est-ce qui valait mieux ? Est-ce qu'il valait mieux une taxe, c'est-à-dire un produit différé pour les Français dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou est-ce qu'il valait mieux tout de suite une baisse des prix ? Eh bien sur l'essence, moi je préfère qu'on ait dès septembre 30 centimes de baisse grâce à l'État et 20 centimes supplémentaires avec le concours de Total. Si par contre les efforts ne sont pas assez soutenus, si ces entreprises ne contribuent pas assez, ne redistribuent pas assez, aussi vis-à-vis de leurs propres salariés en France, alors on ne s'interdira évidemment pas d'avoir cette réflexion en matière fiscale. Alors justement, le vrai combat pour le pouvoir d'achat, c'est les salaires, Aurore Berger. Et là, il n'y a rien. Mais vous savez, il y a ce que peut faire la loi et il y a ce que doit faire le marché du travail. Nous, ce sur quoi on est actif depuis le début du précédent mandat, c'est quoi ? C'est faire reculer le chômage. Et ça fonctionne. C'est-à-dire, moi j'appartiens à une génération, en général, on commentait les chiffres du chômage. Aujourd'hui, on commente les chiffres de l'emploi, le record de réindustrialisation, la question de l'apprentissage. Et quand vous avez des tensions de recrutement, quand vous avez des difficultés à recruter, qu'est-ce qui se passe ? Les salaires augmentent. Hôtellerie et restauration, par exemple, c'est environ 16% d'augmentation des salaires. Donc c'est ça qu'il faut, c'est continuer à faire baisser le chômage parce que c'est le meilleur levier pour que les salaires augmentent. Et puis il y a tout ce qu'on a fait par ailleurs, tripler le plafond de la prime Macron pour que ce soit mieux redistribué au sein de l'entreprise quand l'entreprise va bien, avoir enfin des accords d'intéressement, y compris dans nos TPE et dans nos PME, pas uniquement dans les grands groupes, la possibilité de monétiser ces RTT, donc du pouvoir d'achat supplémentaire, défiscaliser les heures supplémentaires parce que c'était plafonné jusqu'à 5 000 €
par an. Là maintenant, ce sera 7 500 € par an et c'est pérenne. Donc c'est une meilleure revalorisation du travail en général. Ça a été dur, les débats. Vous avez eu à faire face à deux oppositions radicales d'une certaine façon, même si le Rassemblement national se targue de présenter une opposition responsable et raisonnable. Est-ce que vous faites une différence entre l'opposition du Rassemblement national et celle de la NUPES ? Alors, moi, j'ai dit depuis le départ que je posais un principe clair, c'était aucune négociation, ni avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche. Donc, ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise. C'est-à-dire que tout ce qu'ils proposent, c'est non ? Non, mais ça veut dire que moi, je ne me compromets pas et je ne négocie pas avec ceux qui considèrent encore que l'IVG est un, je cite, génocide de masse pour le Rassemblement national, qui reprennent les éléments de langage du Kremlin sur la question des sanctions à l'égard de la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Ça, c'est pour le Rassemblement national. Ou qui, côté insoumis, préfèrent frayer avec Jérémy Corbyn, qui a été exclu pour antisémitisme, ou poser une résolution indigne sur l'État d'Israël en parlant des Juifs israéliens comme, je cite, d'un groupe racial. Vous voyez bien qu'on ne peut pas négocier quand on a des valeurs aussi éloignées de celles que nous portons. Donc le seul partenaire présentable, c'est LR ? Avec lequel vous êtes en cogestion, comme disent certains ? C'est les LR, c'est le Parti socialiste, c'est peut-être demain aussi les écologistes, et c'est à mon avis comme ça qu'il faut travailler. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une attitude aussi dans l'hémicycle, et que malheureusement, cette attitude systématiquement vindicative, d'obstruction, d'invective, d'une attitude aussi qui n'est pas digne de nos débats et de notre institution de la part de LFI, je crois qu'elle sert aussi considérablement le Rassemblement national, parce que de l'autre côté, il suffit qu'ils présentent bien, comme aurait dit ma grand-mère, qui eux mettent une cravate pour apparaître comme des gens raisonnables. Ils ne le sont pas devenus parce qu'ils portent un costume, ils portent les mêmes idées, les mêmes valeurs. Et le vrai combat, il est sur le combat des idées, justement. Alors, cette ambiance que certains ont pu qualifier de délétère à l'Assemblée nationale à cause du comportement de certaines oppositions, ça va durer 5 ans. À ce train-là, notamment à la rentrée, avec des projets de loi qui vont être particulièrement sensibles. Je pense au budget, bien évidemment, sans parler de la réforme de l'assurance chômage. Ça va durer 5 ans, mais vous savez, le simple fait que vous le disiez, ça montre justement qu'on est là pour durer et qu'on a bien été élus pour un mandat de 5 ans, là où, au tout début, certains nous prédisaient... Sauf dissolution. Oui, mais certains nous prédisaient l'incapacité qu'on avait à faire adopter des projets de loi. Et qu'est-ce qu'on retient de cet été ? Oui, on retient un climat qui parfois peut être difficile, mais on retient aussi la capacité à réaliser des compromis. Et on retient qu'à la fin, à la fois sur la protection sanitaire des Français, à la fois sur la question de la protection de leur pouvoir d'achat face à l'inflation, à la fois sur un projet de loi rectificatif sur le budget, tous les projets de loi ont été adoptés. Ce que je veux dire, c'est que le plus dur reste à venir. Avec notamment, encore une fois, là, ces textes qui arrivent à la rentrée. Oui, mais on a fait la démonstration que c'était possible. Et je crois que c'était à l'honneur de notre Assemblée de le démontrer et que c'était la force de la majorité que d'arriver à convaincre et de permettre que ces textes soient adoptés. Et oui, à la rentrée, on va continuer à travailler, évidemment. On va travailler sur la question du travail et de la réforme de l'assurance chômage. On va travailler sur les enjeux énergétiques, notamment la question des énergies renouvelables. On va travailler sur les questions de sécurité, c'est-à-dire les sujets qui intéressent le quotidien des Français. Aurore Berger, le tribunal administratif de Paris se prononce aujourd'hui sur l'expulsion de l'imam Hassani Hussein, vous savez, ce prédicateur proche des frères musulmans. Est-ce que ce cas particulier doit être suivi d'autres procédures visant d'autres mosquées ou d'autres prédicateurs qui, eux aussi, posent problème ? Mais c'est ce que fait le ministre de l'Intérieur et il a raison de le faire. C'est-à-dire que celles et ceux qui enfreignent les valeurs qui sont les nôtres, qui tiennent des propos insultants, dégradants, antisémites, misogynes, homophobes, n'ont rien à faire. Ça veut dire qu'il y aura d'autres procédures ? Ça veut dire qu'on a déjà eu des procédures équivalentes et heureusement évidemment des obligations de quitter le territoire qui ont été exécutées pour des personnes qui, encore une fois, n'ont pas à être sur le sol national, n'ont pas surtout à diffuser leurs idées à nos jeunes. Et je crois que c'est ça, il faut protéger notre pays, il faut protéger les musulmans de notre pays qui, eux, aspirent à vivre leur religion de manière complètement apaisée et républicaine de ces prédicateurs. Merci Aurore Berger, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonne journée, bon week-end, à bientôt. Merci. À suivre la météo et le journal de 8h30. Restez avec nous, on revient tout de suite sur Europe 1. Lionel Gougelot.